Comment voir un député de la diaspora en Europe? J'avoue que c'est difficile de le caractériser un député de la diaspora. Parce que, pour la raison suivante, simple, de mon point de vue, pour moi, un député, que ce soit à l'Assemblée ou dans sa circonscription, doit agir et parler au nom de l'intérêt général. Donc, en cela, je ne vois pas en quoi il va être différent d'un député de l'intérêt du Sénégal. Je crois qu'un député, c'est un représentant du peuple. Je dirais, sous un autre angle, qu'est-ce qu'il ne devrait pas être plutôt? Parce qu'on a l'expérience quand même de ces députés qui, une fois désignés, ne reviennent plus rendre compte des contrats qu'ils avaient signés et liés avec les électeurs. Et souvent, c'est des rendez-vous qui se font au moment encore des réélections, ce qui m'a amené à écrire un texte là-dessus sur Falcat. Et je trouve pour moi que c'est important que les députés soient, qu'ils soient de la diaspora ou autre, mais qu'ils soient des députés autres que ces députés qu'on a aujourd'hui. Voilà, un député, quand on le lit, c'est qu'il doit être disponible. Donc quand il est disponible, ça signifie aussi qu'il vient de là. Voilà, il vient du terreau, il vient des populations dont il est censé être le représentant. Il n'est pas parachuté et qu'il raisonne avec eux, qu'il est en proximité avec eux. Qui dit proximité, c'est qu'il les comprend, qu'il peut les entendre et qu'il peut porter leur voix. Il n'est pas là pour porter sa voix seulement. Et c'est important ce que dit mon frère. Le député de la diaspora, dès lors qu'il est élu, il doit aussi refléter les députés qui vont être désignés devraient refléter à la fois la diversité socio-culturelle et même de genre. Je crois que ça, c'est un enjeu pour moi important. Et ce qui m'amène d'ailleurs à me poser la question du mode même de désignation. Quand on est là, ce n'est pas pour soi-même, c'est pour la population. Il faut qu'on soit prêt à défendre les intérêts de cette population. J'en doute un peu. Pourquoi? À cause d'abord du mode de scrutin, qui est majoritaire à un seul tour, qui ne me paraît pas démocratique. Il y a 47 listes, il me semble. Il suffit qu'un parti soit en tête, même si c'est 20%, il rafle tout. Et ça veut dire qu'il y a 80% qui ne sont pas représentés. Donc, d'abord, un député de la diaspora, il ne peut pas être représentatif de la diaspora pour moi, à cause du mode de scrutin, qui est majoritaire à un seul tour. Si on était majoritaire à 2 tours, je peux comprendre. Parce qu'on peut être élu même avec 10%, pourvu qu'on soit en tête. Deuxième argument, ils sont choisis dans des coalitions qui le gèrent. Je ne sais pas sur quels critères ils ont choisi. Mais pour cause si je me fie à ce qui s'est passé au Sénégal pour Benno Bokk Yakaar, il semblerait que c'est le président de la République qui a eu carte blanche pour choisir les députés. Il y a déjà une entorse sur la séparation du pouvoir. Alors je ne vois pas un député qui est choisi par la majorité aller à l'encontre des intérêts de cette majorité-là. Donc je crois que moi je vois deux possibilités. Soit on est élu sur la liste de la majorité. Dans ce cas, on ne peut être que collaborateur du régime. Soit on est de l'opposition, et dans ce cas, on empêchera de tourner en rond sans qu'on puisse agir. Troisième élément, je pense qu'il y a 15 députés à la diaspora. Même s'ils sont du même parti, ils ne pourront même pas former un groupe parlementaire.
Parce que je crois que pour former un groupe parlementaire, il faut avoir un effectif qui correspond au 10e de l'effectif. Il faut au moins 16 ou 17 pour être... Mais eux, ils seront noyés dans les groupes parlementaires de notre parti. Je ne pense pas, ou ils seront que la portion congrue, je ne pense pas qu'ils puissent défendre quoi que ce soit. C'est mon point de vue, cela. Je dirais peut-être sur un autre ton, comme je suis quelqu'un de féru de tout ce qui est démocratie participative, il me semble que ça demande à réaménager un peu le mode d'élection, c'est ce que je disais tout à l'heure, pour ceux qui sont de la diaspora. On y reviendra, mais il y a quand même une expérience dans la diaspora avec des associations de travailleurs sénégalais qui ont joué tantôt le rôle d'ambassadeur, tantôt le rôle de syndicaliste, tantôt même le rôle de représentant. Et on aurait pu, à mon avis, penser la désignation de ces représentants du peuple sous un mode beaucoup plus démocratique, participatif, populaire, avec l'esprit de la société civile. C'est-à-dire qu'on permette effectivement, mais ça signifie aussi un changement des modes de scrutin. L'extériorité nous permet de montrer aussi les limites de notre mode de fonctionnement démocratique. Et effectivement, si on avait demandé aux populations expatriées de désigner sur la base, bien sûr, de critères qu'ils auraient définis en cohérence avec la légalité républicaine, etc., on aurait pu faire émerger des personnes qui seraient équidistants des partis et qui seraient redevables des populations qui les ont désignées. Ce que Cheikh dit, ça c'est l'idéal. Mais je pense que le législateur avait des arrière-pensées. Parce que les élections là sont très importantes. C'est pas pour rien. J'ai beaucoup aimé la formule de quelqu'un qui les a intitulées législatives présidentielles. Ça veut tout dire. Ça veut dire que si l'opposition a la majorité, c'est une autre paire de manches. Donc le parti au pouvoir, il fallait qu'il fasse tout pour s'arranger la majorité. Et quelque part, de mon point de vue, les 15 députés de la POSTA, compte tenu du mode de scrutin qui est majoritaire en tout tour, le parti au pouvoir se dit, bon, voilà au moins de se rafler les 15 députés et d'avoir un paquet pour avoir la majorité. Voilà l'analyse que moi que j'ai faite. De mettre en évidence l'apport économique considérable de la diaspora. Mais je crois que ça manque de structuration, parce que je crois que tout ça, chacun individu intervient individuellement. Or, pour peser, il faut être nombreux, il faut être organisé, structuré. Et c'est ça qui manque à la diaspora. Chacun agit à son niveau. Même si de façon globale, ça pèse. Mais il faudrait qu'on soit structuré, qu'on s'organise ici, en grand ensemble, pour pouvoir peser. Sinon, ça sera un vœu pieux, à mon avis. Alors, je ne suis pas économiste, mais je ne sais pas comment on peut le signifier. Dans l'absolu, effectivement, on le voit, mais il faut le relativiser. Comme tu l'as si bien dit, c'est chaque personne qui aide sa famille. Et effectivement, ça permet à des familles, justement, de gérer le mois et les fins du mois. Par contre, comment arriver à ce que la diaspora pèse à la fois économiquement et politiquement, c'est quand on peut avoir un mouvement solidaire qui investisse et qui soit vraiment représentatif d'une force politico-économique. Ça n'existe pas encore. Et pour moi, ça, c'est un enjeu. Et je pense personnellement que ce n'est pas vraiment le travail des députés. Nous, ce qu'on veut, ce qu'on attend, c'est que ça change au pays. Et oui, ce qu'on attend des députés, c'est qu'ils votent, les lois, qu'ils soient présents auprès du gouvernement pour décider que
qu'il y ait effectivement la baisse de la cherté de la vie, qu'il y ait plus d'hôpitaux sur la santé, qu'il y ait de l'éducation, voilà. C'est ça qui est important. Ils sont pas seulement que pour représenter les intérêts de la diaspora, ils sont là, à mon avis, pour moi, pour justement écouter ce que la diaspora dit pour leur pays. Parce que nous, en tant qu'expatriés, nous sommes ici, mais nous avons à la fois le gros œil là qui nous regarde et nous avons le cordon qui nous dit. Donc, moi, je le dis, je suis un des rares, mais je suis sénégalais encore. Je n'ai pas pris la nationalité sénégalaise, j'en parlais la dernière fois. Et ça me renforce un peu dans cette idée que les membres de la diaspora, ce qu'ils veulent, c'est que l'Assemblée nationale soit une Assemblée nationale qui contraint le gouvernement et l'État à respecter ses engagements pour un Sénégalais voilà, émergent, ok, s'il veut, émergent. Mais pour moi, c'est ça. Hein. Ils n'ont pas à jouer sur des terrains qui sont occupés par les associations. Ils peuvent les aider, faire des entremises, etc. Mais ce qu'on veut, c'est des députés du peuple pour que le Sénégal sorte un peu de cet état de souveraineté. Contre l'omnipotence de ces coalitions-là. Je pense qu'on se dit de la crielle de partis politiques qui existent au Sénégal. Plus de 250 partis pour un pays qui a 14 millions d'habitants. Je crois que c'est énorme. Qu'est-ce qui a provoqué cela? Mais c'est le mode de scrutin. Si le mode de scrutin, pourquoi? C'est parce que le mode de scrutin là, c'est un mode de scrutin mixte. À la fois majorité à un tour pour les 105 députés et proportionnel pour les 60 autres. Les 105 députés sont élus au mode de scrutin majoritaire à un tour. Ça a été établi en 1992 par le PS, qui à l'époque voulait éviter la coalition des partis politiques contre le PS au second tour. Ouad a fustigé cela. Parce que c'est un mode de scrutin qui favorise les partis au pouvoir. Ouad l'a fustigé. Quand il a pris le pouvoir, il s'en est accommodé. Macron l'a fustigé, il a pris le pouvoir, il s'en est accommodé. Parce que c'est le seul à parler du bien aujourd'hui du mode de scrutin. Mais s'il y avait le mode de scrutin majoritaire à un tour, il n'y aurait pas de coalition. Chaque parti irait sous sa propre bannière. Et là, tous les partis qui ne représentaient vont tomber. Et ça sent la clarté sur le plan démocratique. Et je crois que tous les députés doivent se battre pour qu'il y ait un mode de scrutin majoritaire à 2 tours. Comme ça, chaque parti irait aux élections sous sa propre bannière. On verra en ce moment-là qui est qui. Sénégalais,